avions hâte de vous retrouver sur ce plateau pour échanger sur ces sujets qui vous sont chers. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis journaliste, mais personne n'est parfait. Et comme n'importe quel journaliste, je ne connais rien, donc je suis venu apprendre à vos côtés aujourd'hui. Mais en plus, apprendre sur un sujet qui pourrait paraître austère, mais qui ne l'est pas, et qui pourtant pourrait vous faciliter la vie. On le sait au quotidien. Ce sujet de restitution des CIR et C2I vous préoccupe, vous occupe, et parfois trop, parce que vous pourriez utiliser le temps à faire autre chose. Donc on va essayer aujourd'hui non seulement de décrypter vos situations particulières, et surtout de trouver ensemble des solutions. Je vais avoir besoin de votre complicité tout au long de cette émission. Vous allez pouvoir interagir avec les invités qui seront sur ce plateau. Vous pouvez poser à tout moment des questions sur la plateforme qui est devant vous, et je serai votre porte-parole. Et puis j'aurai aussi parfois besoin de vous interpeller à travers des sondages pour avoir votre avis, pour savoir un peu ce que vous vivez au quotidien sur la thématique du jour. Et justement, on va rencontrer celui qui nous accueille aujourd'hui, celui qui a voulu nous réunir avec ses équipes et surtout aborder sans tabou et sans langue de bois ce sujet. C'est Denis Blanc. Bonjour Denis. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Je le disais, vous avez voulu avec vos équipes nous proposer cette thématique pour essayer de décortiquer le thème et essayer de nous faciliter vraiment la vie. Un mot d'abord pour que les gens comprennent bien. Pourquoi Aiming? Pourquoi l'Observatoire? Décryptez-moi ça. Alors, merci Nicolas, je suis très heureux de vous accueillir dans ces très beaux studios. Vous le savez, la crise sanitaire a créé une difficulté économique historique inédite pour les sociétés en France et dans le monde. Et la conséquence, c'est une formidable tension sur la trésorerie des entreprises. Alors qu'il s'agisse d'une question de survie pour les entreprises ou d'une thématique d'investissement, le crédit d'impôt recherche ou le crédit d'impôt innovation sont un formidable levier pour les entreprises innovantes. L'an dernier, le gouvernement a annoncé le remboursement des créances de crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation dans quelques jours. D'accord, une annonce c'est bien, mais la réalité, c'est la question qui nous occupe aujourd'hui. Alors, on le sait, on pense que l'investissement et l'investissement dans l'innovation est l'un des leviers de la sortie de cette crise. Oui. C'est pour ça que l'idée est née chez nous de mettre en place un baromètre, un observatoire du crédit d'impôt recherche en France, de sa restitution, qui est né pour supporter cette urgence. On le sait, l'investissement, c'est toujours une prise de risque, mais l'investissement dans l'innovation, c'est une prise de risque au carré. Donc c'est pourquoi on a mené cette enquête nationale avec l'Institut de sondage Kantar. D'accord. Je suis très heureux de vous présenter ce premier observatoire de la restitution du CIR pour renforcer et accompagner notre accompagnement auprès des entreprises innovantes. Il va vous dévoiler aujourd'hui à la fois la perception des entreprises, mais également la cartographie des impacts sur leur activité de cette restitution. La trésorerie, vous le savez, c'est clé pour une entreprise et on ira plus loin. On suivra l'évolution de cet observatoire dans le temps. Et le sujet évidemment intéressant et primordial là-dessus, c'est un sujet qui vous occupe au quotidien, d'ailleurs, chez Aiming, la trésorerie, tout ça. Exactement. Vous le savez, en fait, nous sommes très pragmatiques. Nous souhaitons aujourd'hui accélérer concrètement le remboursement du CIR ou C2I pour nos clients. On a ainsi le plaisir de présenter cet observatoire de la restitution du CIR qui s'adresse tout autant aux entreprises qu'au pouvoir public. Aux entreprises, notre but est de partager les bonnes pratiques et pour les pouvoirs publics, de proposer très concrètement des pistes d'amélioration. On va échanger avec beaucoup d'intervenants sur ce plateau, découvrir l'étude, découvrir des propositions et puis surtout voir celles et ceux qui au quotidien sont confrontés à cette problématique. Qu'est-ce que vous aimeriez justement, Denis, à la fin de ce rendez-vous, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne? Alors on va être très concret. Moi ce que je souhaite, c'est qu'on comprenne tous qu'on peut améliorer très concrètement le sort individuel de chacune des entreprises. Au-delà d'être le porte-parole des entreprises, ce que l'on souhaite, c'est d'accélérer la restitution du CIR, de clarifier et simplifier le processus pour l'administration. Et enfin, je souhaite que les entreprises sachent qu'elles ne sont pas seules et que Aiming est là pour les accompagner dans cette performance opérationnelle et financière. Et enfin, tout simplement, je souhaite que vous passiez tous une très agréable matinée
apprenante, je l'espère, à nos côtés et à vos côtés, Nicolas. Et merci beaucoup, Denis, de nous offrir justement cet espace pour échanger, pour apprendre et surtout pour aller dans le concret. Merci, Denis. On se retrouve dans quelques minutes à la fin de cette émission. On va accueillir sur ce plateau Gwenaël, Bruno Karima, juste pendant que l'on découvre ensemble ce premier sondage. J'ai besoin de vous, j'ai besoin d'avoir votre regard et je vais vous inviter à répondre à la question qui s'affiche maintenant sur votre écran, que vous puissiez partager justement votre regard là-dessus. On découvre la question sur l'écran et pendant que la question s'affiche, parce que je vais la découvrir en même temps que vous, vous allez pouvoir répondre. Allez, on l'affiche. La question, la voici. Êtes-vous satisfait des délais de restitution de votre CIR C2I, votre CIR C2I? Alors, je ne suis pas du tout satisfait, je suis peu satisfait, je suis moyennement satisfait, je suis très satisfait. Votre avis nous intéresse. Vous avez encore quelques secondes pour répondre. C'est parti. On va me donner dans quelques instants les résultats et je vais les découvrir à l'écran. L'occasion d'abord de saluer celles et ceux qui sont avec moi sur ce plateau. Gwenaël, Karima, Bruno, bonjour à tous les trois. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous l'avez vu, on respecte bien toutes les distances, les consignes sanitaires. On se déshabille du masque jusqu'au moment de prendre la parole. On s'est aspergé de gel hydroalcoolique. Enfin, on est nickel, évidemment, pour l'émission. Je vais découvrir avec vous les résultats du sondage à l'écran parce que votre regard et votre satisfaction ou insatisfaction nous intéressent. On découvre ce que vous avez voté les uns et les autres et je vais demander une réaction de la part de nos invités sur ce plateau. Alors, que disent vos réponses et que dit ce sondage? Roulement de tambour, affichage à l'écran du résultat. Je dois faire peut-être la petite musique, je ne sais pas, et où on va m'indiquer dans l'oreille si le sondage arrive ou pas. Alors, ça arrive dans quelques instants. Alors, vous allez me donner des infos et puis vous allez le voir aussi vous. On va aussi peut-être me le faire découvrir sur la tablette qui est à mes côtés, les résultats des sondages. Juste, ce sondage est intéressant. Si je fais l'avocat du diable, juste en fait, il y a des gens qui peuvent être ultra satisfaits du sujet ou pas, Bruno? Alors on a dans l'observatoire et dans l'enquête effectivement des entreprises qui sont très satisfaits sur l'année 2020 des délais de restitution du CIR. Ça représente quand même plus de 30% des personnes interrogées. Alors j'ai mon écran en fait qui ne fonctionne plus pour découvrir les sondages, mais on va me donner les résultats dans l'oreille maintenant. On va me donner ça. Alors, c'est pas très grave. On les découvrira tout à l'heure puisque je les ai pas, voilà, et comme mon écran ne fonctionne plus, on trouvera ça tout à l'heure. Je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet, hormis les résultats qui étaient le petit sondage là, mais on va surtout se poser ensemble sur une étude importante et sur votre connaissance vraiment du sujet. Bruno, parlez-moi de la restitution justement du CIR et du C2I. Qu'est-ce que je dois savoir précisément ? Alors Nicolas, effectivement, en France, on a la chance d'avoir des dispositifs de soutien à la recherche, à l'innovation et au développement qui se traduisent sous forme de crédit d'impôt et en plus de crédit d'impôt restituable. Je dis la chance parce que c'est loin d'être le cas partout en Europe et à travers le monde pour les pays qui disposent de ce type de dispositif. Donc, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, une entreprise a potentiellement un crédit d'impôt qu'il a en faculté d'imputer sur l'impôt société pour venir minorer le paiement de cet impôt. Oui. Et ça, il peut le faire pendant une période de 3 ans consécutifs. Toutefois, si l'entreprise n'a pas pu imputer l'intégralité de ce crédit d'impôt ou si l'entreprise est déficitaire, l'excédent sera restituable au terme de ces 3 ans sous forme de cash. Et ça, c'est un vrai bénéfice. Donc ça, c'est, on va dire, le programme un peu général, standard de la restitution du CIR. Toutefois, depuis 2011, le législateur a prévu que certaines entreprises puissent bénéficier d'une restitution dite immédiate de ce crédit d'impôt recherche et ce crédit d'impôt innovation. Donc, très brièvement, les entreprises concernées sont les entreprises nouvelles, donc créées depuis, qui vont pouvoir avoir cette restitution du CIR l'année de la création et les 4 années suivantes. Ce sont les entreprises qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante.
Ce sont les entreprises qui sont potentiellement en difficulté et qui font l'objet d'une procédure collective. Et ce sont, de manière plus large, les PME, on va dire au sens communautaire, donc effectif inférieur ou égal à 250 salariés, Oui. un total bilan inférieur ou égal à 43 millions d'euros, D'accord. ou un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas les 50 millions d'euros. Donc ça, c'est pour avoir la restitution immédiate. Et l'intérêt de cet observatoire, c'est de voir justement si cette restitution est aussi immédiate qu'on le dit. Juste quand même pour mettre en perspective quelques métriques, en 2020, la Cour des comptes a mentionné que l'État avait remboursé 4,9 milliards d'euros de crédit d'impôt recherche, donc c'est loin d'être négligeable. D'accord. On voit toutes ces infos. Il y a des formulaires administratifs évidemment à adresser. Il y a tout ça. J'ai d'ores et déjà les résultats. Ils vont nous intéresser pour éclairer cela. En fait, il y a 43% de ceux qui nous regardent aujourd'hui sont moyennement satisfaits. 30% pas du tout satisfaits. Il y en a 19 qui sont peu satisfaits. Et puis il y en a 8% qui sont très satisfaits. Il faudrait qu'ils se dénoncent, ces 8%, et qu'ils nous expliquent pourquoi ils le sont. Mais ce sondage dit beaucoup finalement par rapport à ce qu'on vient d'apprendre ensemble. Si on prend effectivement les résultats de notre enquête, ces résultats en live, on va dire, sont beaucoup moins positifs que ceux qu'on a pu mesurer auprès d'un panel plus large. Puisque je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a quand même potentiellement 70% des entreprises qui se déclarent soit très satisfaites, soit assez satisfaites de la restitution de son crédit d'impôt recherche ou de son crédit d'impôt innovation. Donc on voit que là, l'auditoire est plus dur, on va dire. Et très bien. Et d'ailleurs, ça justifie le pourquoi ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est justement parce que ceux-là ne sont pas encore satisfaits et cherchent évidemment des solutions et des clés. Je me souviens l'année dernière, Bruno, au plus fort de la crise, le gouvernement s'est engagé à restituer les créances Circe 2i en quelques jours. Et c'était l'expression vraiment en quelques jours. Est-ce que cette promesse a été tenue? Alors, on va dire que on a constaté une accélération de la restitution de ce crédit d'impôt recherche ou de ce crédit d'impôt innovation. Je crois que de mémoire, le gouvernement avait fait cette annonce au début du premier confinement, donc fin mars, et que très rapidement, effectivement, il y a eu un effet bénéfique constaté. Donc effet bénéfique qu'on a eu, nous, auprès de nos clients, qu'on a pu voir, mais également qui a été mesuré dans l'enquête qu'on a menée dans le cadre de cet observatoire, et qui a été conforté par une note sur l'exécution budgétaire 2020 de la Cour des comptes dans le cadre de la mission de recherche et d'enseignement supérieur, qui ont confirmé effectivement cette accélération. Et on voit qu'il y a dans la courbe des pics de restitution sur les mois d'avril et les mois de juin 2020. Néanmoins, on a quand même assisté assez rapidement à un essoufflement de cette dynamique positive. Et au final, on a encore, dans notre observatoire, mesuré qu'il y avait plus de 87% des entreprises qui aujourd'hui comptaient les délais de restitution en mois plutôt qu'en jours. Donc c'est quand même partiellement atteint comme objectif. La moyenne de la restitution, du délai de restitution, il va se situer entre 1 et 3 mois. D'accord. Et on a encore aujourd'hui 45% des entreprises qui ont un délai de restitution qui dépasse 4 mois et 20% qui dépasse 7 mois. Donc ça peut devenir vraiment très, très significatif. Et pourtant, est-ce qu'il y a des signes encourageants? Alors, pour le coup, oui, on peut dire que oui, parce qu'effectivement, il y a une amélioration par rapport à l'année précédente, par rapport à 2019. On a en moyenne progressé sur le délai de restitution de 1 à 3 mois. Et encore une fois, dans notre étude et dans notre enquête, on a eu des retours et des feedbacks qui étaient plutôt pas si alarmistes que ça par rapport à la restitution sur 2020. Encore une fois, par rapport à l'enquête qui vient d'être faite en live, où près de effectivement 70% des interrogés mentionnaient qu'ils étaient assez satisfaits, voire très satisfaits des délais de restitution. Très bien. Et les chiffres ont été affichés à l'écran pour que tout le monde puisse les partager. Question avec vous, Karima, peut-être. Ça, ce sont des chiffres nationaux. Est-ce que ces chiffres et ces données sont homogènes sur tout le territoire français? Alors, pour avoir des données représentatives, nous avons découpé la carte de France en 5 régions. Le Nord-Ouest, le Nord-Est, le Sud-Ouest, le Sud-Est et la région Île-de-France. D'accord. Les résultats obtenus nous montrent des disparités en termes de délai de traitement selon les régions. Par exemple, la région Nord-Ouest est de loin la plus rapide en matière de restitution du crédit d'impôt recherche. En effet, on a 71% des répondants de cette région qui nous ont indiqué avoir obtenu leur crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation en moins de 3 mois.
En revanche, c'est la région Île-de-France qui compte les délais les plus longs, avec en plus de ça une part assez importante de dossiers traités en plus de 6 mois. Waouh. Alors pour compléter ces données quantitatives, nous avons recueilli le témoignage de plusieurs de nos clients qui ont également constaté ces différences de traitement selon les régions. C'est le cas par exemple de la société Spolansky, une PME spécialisée dans l'ingénierie industrielle, qui nous indique que pour sa maison mère située en Île-de-France, les délais de restitution ont été raisonnables. En revanche, pour sa filiale située dans les Hauts-de-France, la situation s'est avérée un peu plus longue pour la restitution de son crédit d'impôt recherche. Et ça confirme les disparités. D'autres enseignements peut-être? Tout à fait. Un autre enseignement est, comme l'a mentionné Bruno, une baisse significative du délai de restitution du crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation entre 2019 et 2020. Cette tendance, elle a également été observée et saluée par nos clients. C'est par exemple le cas de la société Flugent, qui est une PME située en Île-de-France spécialisée dans les biotechnologies. La dirigeante de cette PME nous indique être satisfaite des délais de restitution en 2020, car elle a constaté qu'ils avaient été plus courts que les années précédentes. En revanche, même si on observe cette baisse du délai de restitution au niveau national, on remarque aussi une ampleur hétérogène selon les régions. Ce sont par exemple les régions Île-de-France et Sud-Est qui ont le plus bénéficié de cette accélération. Est-ce qu'on a une explication sur les délais? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi longs, Bruno? Alors, on peut donner deux grandes explications. Une explication qui est une raison, je dirais, plus conjoncturelle. C'est effectivement la crise, la pandémie et la crise sanitaire qu'on a vécue ont aussi perturbé les services de l'État. Là, je parle pour l'année 2020. Et effectivement, c'est même des témoignages de nos clients qui nous ont dit avoir appelé leur SIE et avoir senti qu'effectivement, il y avait des difficultés de ressources pour répondre à leurs problématiques, que ce soit à travers la mise en place du télétravail, les arrêts maladie ou les congés pour garde d'enfants. Donc il y a eu une phase quand même d'aléas relativement fort pour pouvoir répondre aux sollicitations des entreprises. Au-delà de ça, il y a aussi une raison plus structurelle, oui, qui est celle où effectivement les entreprises sont des fois soumises à des demandes d'informations complémentaires dans le cadre de cette demande de restitution. C'est-à-dire que l'administration a la possibilité effectivement de demander des éléments complémentaires en termes de justification des dépenses et des justifications scientifiques pour obtenir cette restitution du CIR. Du coup, ça veut dire fournir des éléments, ça veut dire qu'ils soient examinés, ça veut dire qu'ils soient traités, analysés, et derrière, pour donner lieu à cette restitution. Donc un allongement des délais qui est né de ce type de démarche et de procédure. Et nous, on a mesuré dans notre observatoire que près de 47% des entreprises interrogées avaient subi ces demandes d'information. Donc c'est aussi pour ça que les délais s'allongent potentiellement. Karima, je vous ai vu réagir, des explications notamment sur les disparités régionales aussi. Exactement, nous avons mesuré la proportion de demandes d'informations sur chacune de ces régions et on note là aussi des disparités selon les régions. C'est par exemple dans la région Sud-Est que les entreprises sont les moins sollicitées. En effet, 33% des répondants sur cette région nous ont indiqué avoir reçu une demande d'information. Si on compare maintenant les régions Nord-Ouest et Île-de-France, on s'aperçoit qu'on a des taux de demande d'information assez proches, respectivement 50% et 55%. En revanche, sur ces deux régions, les délais de restitution sont significativement différents. Souvenez-vous, la région Nord-Ouest est de loin la plus rapide en matière de restitution du CIR, tandis que la région Île-de-France est la plus lente, avec 47% des entreprises qui ont pu obtenir leur crédit d'impôt recherche en moins de 3 mois. Alors, les informations recueillies auprès de nos clients constatent également ces disparités entre les régions. Ces demandes d'informations peuvent alors aller de sollicitations assez succinctes, par exemple des précisions sur des calculs, à des sollicitations plus complexes, pouvant couvrir tout le spectre d'une vérification du CIR. On a par exemple la société Spolansky qui nous indique que pour sa filiale dans les Hauts-de-France, il a fallu aller davantage dans le détail car les dossiers sont systématiquement contestés tant sur le fond que la forme. Et enfin,
En nous appuyant sur notre benchmark, nous pouvons déjà vous indiquer qu'en termes de demande d'information, nous observons pour le moment les mêmes tendances que l'année dernière. Et ces informations sont évidemment précieuses pour tout le monde. Gwenaëlle, comment les relations avec l'administration fiscale sont-elles vécues par le contribuable dans tout ce que l'on raconte là? Alors, comme disait Bruno tout à l'heure, plus de 70% des entreprises sont satisfaites de leur délai de déclaration. Donc, ça suppose des ressentis qui sont globalement positifs. Néanmoins, ce qu'on constate dans l'Observatoire, c'est que ce ressenti, il évolue et il se dégrade avec l'allongement des délais de restitution. On a 4 remarques qui sont récurrentes dans l'Observatoire. La première, c'est le manque de visibilité qui est donné par l'administration fiscale quant au délai de déblocage des fonds, enfin quant au délai de réponse et derrière quant au délai de déblocage des fonds. Et qui plus est, ces délais sont variables au sein même d'une seule région. Ensuite, les entreprises ont l'impression de devoir se surjustifier sur leur déclaration. Oui. Et ce ressenti, il est exacerbé pour des entreprises qui vont déclarer des indicateurs forts de R&D ou d'éligibilité. On entend par là des entreprises qui vont déposer des brevets, avoir des subventions de recherche ou des dossiers scientifiques qui sont extrêmement étayés et forts. Et c'est notamment préjudiciable pour des PME ou pour des TPE qui vont devoir allouer des ressources pour constituer ces dossiers, alors même que les ressources sont sous tension. Dans cette même logique-là, les demandes d'information sont souvent vécues par le contribuable comme étant l'expression d'une volonté de l'administration fiscale de surseoir au déblocage des fonds. Et enfin, le dispositif du CIR prévoit un certain nombre de subtilités qui sont mal perçues par le contribuable. Notamment, un crédit d'impôt recherche peut faire l'objet d'une procédure de contrôle fiscal, d'une remise en cause dans le cadre d'un contrôle fiscal, alors même qu'il a déjà fait l'objet d'une demande d'information et d'une restitution. Et pour les entreprises non PME qui vont demander leur CIR au-delà du délai évoqué tout à l'heure par Bruno, on peut avoir une période où le CIR est prescrit, donc ne peut plus être contrôlé, et pour autant, il va être vérifié et remis en cause totalement ou partiellement dans le cadre de la réclamation contentieuse. Et est-ce qu'on voit les impacts que ça peut avoir sur l'activité de l'entreprise concernée ? Oui, tout à fait. On a 3 types d'impacts qui ont été répertoriés dans l'Observatoire. Le premier, assez naturellement, c'est un impact économique et il concerne 29% des sondés, puisque des délais d'obtention du crédit d'impôt recherche qui sont longs vont pouvoir venir affaiblir la trésorerie des entreprises. Et derrière, on peut avoir un ensemble de répercussions, par exemple des entreprises qui vont devoir décaler, différer le paiement de leurs fournisseurs, par exemple. Plusieurs stratégies ont été mises en place par nos clients pour pallier à ces défauts de trésorerie en 2020, comme le fait de demander de la mobilisation de créances à des organismes bancaires ou d'activer des prêts garantis par l'État mis spécifiquement en place par l'État en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire. Alors ça, c'est le premier impact. Il y a un autre impact peut-être ? Deuxième impact, effectivement, sur tout ce qui concerne les investissements et les projets des entreprises, puisque 17% des sondés ont déclaré avoir dû retarder ou stopper des projets d'investissement ou des projets d'entreprise. Derrière, il y a tout un ensemble de conséquences à moyen terme qui peuvent arriver et pouvant porter sur la compétitivité des entreprises. On peut prendre typiquement l'exemple des produits cosmétiques. Avec le port du masque généralisé, on a besoin de produits qui vont moins transférer sur les masques, par exemple le rouge à lèvres ou le fond de teint. Une entreprise qui va devoir retarder ou stopper un projet va peut-être arriver sur le marché après son concurrent pour proposer des produits. C'est pour ça que je n'en mets plus. Troisième impact peut-être. Alors le dernier impact, ça porte sur le capital humain de l'entreprise. On a 8% des sondés qui peuvent avoir un impact RH. Je pense peut émettre soit un report dans une évolution de carrière ou devoir renoncer à un recrutement sur l'année. On constate que c'est 8% l'option qui est la moins privilégiée, potentiellement parce que les conséquences sont extrêmement lourdes pour l'entreprise et également pour ses salariés. Évidemment. Et merci d'être aussi clair là-dessus. Bruno, comment est-ce qu'on peut accélérer son délai de restitution ? Alors, pour nous, les 2 maîtres mots, c'est anticiper et suivre. Oui. Donc, anticiper à double titre. Anticiper, aujourd'hui, le gouvernement a renouvelé des mesures qu'il avait proposées pour 2020, c'est-à-dire de pouvoir demander la restitution de son CIR avant le dépôt de son compte de résultat et de sa liasse fiscale. Bon, là, on est le 20 mai, le dépôt pour les exercices qui clôturaient au 31/12, c'était hier. Mais en tous les cas, pour les exercices, les sociétés qui ont des exercices décalés, c'est encore possible. Donc,
faire cette demande de restitution au plus tôt, c'est-à-dire avoir fait le calcul et la valorisation de son crédit d'impôt recherche au plus vite pour réclamer les fonds, et anticiper aussi sur la partie justification de son crédit d'impôt recherche ou de son crédit d'impôt innovation, puisqu'on peut potentiellement être soumis à une demande d'information. Il faut que les dossiers justificatifs qui étayent ces dépenses et la nature des projets puissent être fournis dans les délais les plus courts à l'administration pour qu'elle puisse les examiner et du coup avoir une restitution plus rapide, même si une demande d'information intervient. Il y a d'autres moyens qu'on verra également au cours de la table ronde qui concernent effectivement soit la mobilisation de créances, soit le préfinancement du CIR. En tout cas, beaucoup de questions évidemment que l'on se pose au quotidien. Vous pouvez continuer à nous poser d'ailleurs sur le chat. N'hésitez surtout pas. Des questions, des cas particuliers. On est là pour y répondre avec vos invités sur ce plateau ce matin. Et on voit bien sûr qu'il y a des généralités, mais aussi des cas très particuliers. N'hésitez pas à les partager avec nous. Et d'ailleurs, dans les premières questions que je découvre là sur le chat, il y a une première question toute simple et peut-être intéressante pour éclairer cette présentation. On nous demande quelle a été la méthodologie de votre enquête. Qui répond, Karima ? Oui, tout à fait. Nous avons mené cette enquête quantitative du 11 au 29 janvier avec l'Institut de sondage TNS, Kantar TNS, auprès de 426 entreprises en France. C'est clair et précis. Oui, Bruno. Juste un mot, pour ne pas biaiser justement les résultats de l'enquête, on a fait intervenir que 20 ou 25%, je ne sais plus, Karima, de nos clients, et le reste, effectivement, ce n'est pas forcément adressé à nos clients. Rapidement, puisqu'il nous reste quelques instants, mais d'autres questions qui arrivent sur le chat. J'ai une question, c'est: j'attends la restitution de mon CIR depuis 12 mois. J'ai dû mettre en stand-by le lancement d'un projet. Quels conseils me donnez-vous pour accélérer les choses? Qui peut conseiller la personne Bruno Guenoël, peut-être? Je vais bien prendre la réponse. Je vais quand même revenir sur des choses évidentes, mais très clairement, effectivement, il faut pouvoir être en relation avec son SIE ou la DGE pour les grandes entreprises et faire le forcing auprès des services de l'État pour avoir des réponses, pour savoir dans quelle phase de la procédure, du processus administratif je me trouve et avoir une visibilité effectivement sur les délais de restitution. Après, il faut s'interroger si effectivement le SIE a bien toutes les pièces qu'il a demandées, oui. Et en tous les cas, il faut les fournir au plus vite. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier tous les trois de nous avoir éclairés là-dessus. Merci, mesdames, d'avoir contribué à cela. À votre place, on va accueillir d'autres intervenants dans un instant. J'en profite pour vous poser la question, Bruno, pendant qu'on accueille les autres intervenants. Et ça rejoint d'ailleurs quelques réactions que l'on a sur le chat, puisque beaucoup nous partagent leur regard là-dessus. Mais est-ce qu'il n'est pas trop contre-productif de sursolliciter l'administration fiscale ? Je dirais que j'imagine que comme toute relance, il faut que ça soit mesuré et réfléchi et qu'il y a besoin effectivement de laisser un peu de temps au temps malgré tout. Donc ça ne sert peut-être à rien d'appeler son SIE tous les jours pour avoir des informations sur la restitution de son CIR. Néanmoins, on est sur un processus administratif très normé, je vous l'ai dit. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est où se situe aujourd'hui, donc à quelle étape se situe ma demande de restitution. Il y a gros schématiquement 7 étapes qui vont être affichées à l'écran. Et s'intéresser si on est plutôt au démarrage du processus et s'il y a potentiellement un problème, ou si on est plutôt vers la fin. Donc il ne faut pas hésiter effectivement à rentrer en relation, à demander un interlocuteur unique et à relancer régulièrement le service des impôts. Très bien. Merci de nous avoir éclairé là-dessus. Je vous invite tous dans notre prochaine séquence, une table ronde avec des experts et des entrepreneurs concernés qui viennent partager leur regard, leur expérience et leurs conseils. C'est tout de suite. Et cette table ronde avec vos invités que je vous présente tout de suite. Bonjour messieurs. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation et l'invitation finalement de celles et ceux qui vous regardent aujourd'hui parce qu'ils ont et elles ont beaucoup de questions certainement à vous poser. Et Bruno, je vous ai gardé à mes côtés pour pouvoir nous apporter aussi un éclairage du côté d'Aiming et de l'accompagnement d'Aiming. Philippe Bernard, d'abord vous êtes délégué innovation auprès de la médiation des entreprises. Ça veut donc dire que vous êtes en fait cette boîte de réclamation qu'on appelle quand on n'est pas content, quand on a besoin de médiation. En fait, vous êtes le Julien Courbet de la médiation des entreprises, quoi. Exactement. Pour la partie innovation et la partie numérique, effectivement. C'est ça.
Il y a d'autres références, hein, je la faisais exprès pour vous titiller, et votre rôle est super important. Et côté innovation, Arnaud Chambriard, vous êtes président de Neftis. Neftis, c'est le premier fonds, et le seul d'ailleurs en France, qui préfinance le CIR, c'est ça? Exactement. Voilà, notre métier, c'est de financer le décalage de trésorerie entre le moment où l'entreprise engage ses dépenses de recherche, donc en année N, et puis celui où elle va toucher les effets du CIR, c'est-à-dire le remboursement du CIR en année N+1, généralement 12 ou 18 mois plus tard. Donc. Et vous allez nous en parler parce que ça représente quelques centaines de millions de prises de risque finalement de votre part. Et finalement, dans l'histoire, le patient, c'est vous qui apprenez la patience à ce moment-là, puisque les entreprises, vous leur avez... Exactement. En fait, l'idée, c'est de décharger l'entreprise de cet aléa de délai de remboursement. Donc, du coup, on est bien en première ligne pour voir ce qui se passe sur le terrain. Très bien. Alors, en première ligne, si on ne passe pas par Neftis, eh ben, en tant que dirigeant d'entreprise, on est soi-même en lien avec l'administration. Pour ça, c'est Alan Rodriguez qui est président de VitaDX International. Un mot sur votre start-up, entreprise, je ne sais pas comment l'appeler, qui est vraiment admirable et qui est sur un sujet qui nous concerne tous, mais qui est un engagement admirable. Je vous laisse nous le dire en quelques mots. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. VitaDX est une jeune société qui développe des solutions innovantes pour le diagnostic précoce du cancer. Et en particulier, notre première indication est sur le cancer de la vessie à partir d'un simple échantillon d'urine. Ouais, et c'est primordial et les inventions et l'innovation servent aussi à accélérer. On l'a vu depuis un an évidemment dans la crise Covid, mais aussi pour d'autres maladies. Et merci de vous engager, même à travers votre start-up, sur ce sujet. Bruno, vous êtes le directeur du département Innovation et Ming. Je vous ai gardé à mes côtés pour nous éclairer. Je voudrais qu'on rentre d'abord dans les chiffres pour savoir exactement ce dont on parle, les uns et les autres. Peut-être d'abord, Philippe Bernat, dans quelle mesure, vous, la médiation, en fait, a été sollicitée cette année par les entreprises, et peut-être un comparatif avec 2019? Alors oui, sollicité à deux titres. Dans le cadre justement de sollicitations qui ont pour vocation de répondre aux questions des contribuables, parmi toutes les aides qui ont été proposées, les aménagements, il fallait que chacun y voit assez clair. Alors beaucoup sont accompagnés par des conseils, ils ont des réponses assez rapides, d'autres ont besoin d'avoir des réponses et ils viennent nous solliciter directement. Et puis également des médiations que nous menons cette fois-ci pour débloquer des situations ou qui relèvent d'un problème scientifique ou qui relèvent d'un problème de délai de versement. Juste un point quand même avant, moi je voudrais qu'on passe 20 secondes rapidement sur le fait de remercier le travail considérable qui a été fait par l'administration. Bien sûr. Puisque en quelques semaines, il faut bien comprendre que tout le personnel a été mis en télétravail, forcément, a dû être équipé de moyens pour travailler. Et on l'a dit, 4 semaines après avoir démarré ce confinement, l'administration était en mesure de procéder au versement, en grande partie dans des délais tout à fait acceptables, des demandes de crédit impôt recherche. Et également de demande de crédit impôt et c'est important de le souligner. D'abord parce qu'en France, on oublie toujours de dire merci, on réclame toujours, mais on oublie toujours de dire merci. Donc merci en effet. Et qu'en plus, comme l'administration fiscale est faite de femmes et d'hommes comme vous et moi, ils sont aussi des parents, ils ont peut-être dû faire l'école à la maison, etc. Donc ça, on ne l'oublie pas. Et pour autant, les chiffres disent quoi? Alors, c'était le sens de mon propos. Je commençais par le verre à moitié plein, oui, même assez plein. Il y a aussi le verre à moitié vide, même assez vide. C'est les conditions dans lesquelles, pendant quelques temps, les choses se sont bien passées, très bien passées, rapidement passées. Et puis ensuite, j'ai envie de dire que le naturel a pris un peu sa place et les demandes d'information ont commencé à revenir au devant de la scène et les conditions de versement se sont complexifiées. Mais également, alors ça c'est aussi un effet du confinement, les conditions d'expertise des dossiers qui étaient soumis par les entreprises qui ont vu quelques difficultés se mettre en place. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que habituellement nous avons une dizaine de médiations par mois au fil de l'année constatées sur les années, depuis qu'on a mis en place la médiation pour la partie innovation en 2015. Aujourd'hui, on est plutôt à une quinzaine, voire une vingtaine et de sollicitations et de demandes de médiation. Évidemment, en ce moment, principalement sur les délais de remboursement. Un peu moins sur la partie scientifique, ça on le verra plus tard dans l'année quand les dossiers commenceront à être vus par les experts. Mais oui, là il y a besoin de maintenir cette vitesse de versement. Juste un commentaire également, oui, je vous en prie, parce que c'est important. Rappelons-nous que le versement anticipé du crédit impôt recherche a été installé suite à une crise, celle de 2008. Oui. Et donc c'est fondamental qu'on réinstalle cette célérité de traitement et de versement parce qu'on est encore dans une crise. Et dans une crise qui est peut-être encore plus forte, puisque non seulement elle a un impact sur les trésoreries d'entreprise, on l'a bien compris, mais elle va avoir un impact sur les transformations qu'elles vont devoir opérer par rapport au digital, par rapport à l'innovation, par rapport au développement, la décarbonation, et que si on n'est pas capable à la fois d'alimenter les trésoreries d'entreprise et à la fois de leur permettre de financer leurs projets de R&D, il va y avoir un crack. Et ça, il faut absolument l'éviter.
Et c'est bien de le rappeler, ce sera aussi le sens du propos et de l'échange tous ensemble ici. Alan Rodriguez, vous êtes concerné avec VitaDX. C'est quoi votre retour d'expérience, vous, justement sur la restitution du CIR? Est-ce que vous avez constaté un délai particulier? Racontez-nous. Eh bien, nous, on est plutôt satisfaits en fait, de la réactivité. Alors, notre entreprise a son siège social à Rennes, donc on dépend du SIE de Rennes. Et donc, j'ai repris un petit peu les différents échanges qu'on a eus avec l'administration. Nous, on a eu, lors de notre premier dépôt en 2017, une demande d'information qui a été formulée, auquel on a répondu rapidement. Et ensuite, on a pris l'habitude, chaque année, d'envoyer le même niveau d'information que ce qui nous était demandé lors de la première demande d'information au SIE. Et nos délais de remboursement vont de 30 jours à 70 jours. Donc ce que moi je considère comme étant très 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 positif. Et ça nous permet, si vous voulez, là vraiment en tant que dirigeant, c'est qu'on commence le 1er septembre avec une visibilité puisqu'on a touché en fait notre crédit d'impôt recherche. Et vous en doutez, pour une société comme la nôtre de 22 personnes qui a plus de 90% de ses effectifs en R&D, c'est un enjeu qui est conséquent. Donc en termes de réactivité et d'échange, on est très satisfait de nos échanges avec le SIE de Rennes. Oui, et souvent pour des startups ou des entreprises de votre taille, même si c'est déjà important, 22 personnes, ça peut être une mise en danger, le fait d'allonger le temps, et vous n'avez pas les moyens finalement d'attendre trop longtemps non plus. On va y revenir là-dessus parce que je voudrais voir, Arnaud Chambriard, je le disais tout à l'heure, c'est vous qui prenez le risque en fait chez Neftis, vous préfinancez auprès des entreprises. Et derrière, c'est vous qui attendez en fait la restitution. Est-ce que vous avez vu des difficultés particulières? Oui, alors moi, effectivement, je peux témoigner d'un bilan qui est en fait très contrasté. Et c'est ça qui est très compliqué dans cette analyse CIR, c'est que tous les cas de figure existent et il n'y a aucune corrélation possible à tirer. Donc ça m'intéressait beaucoup les premiers résultats que j'ai vus de l'Observatoire, parce qu'on voyait un début de corrélation visiblement par région. Oui. Nous, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire à de multiples reprises. On a financé plus de 550 millions d'euros de CIR, plus de 1300 opérations ces dernières années, donc on a quand même un peu de recul. On a essayé de le faire, ce travail de corrélation. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'âge de l'entreprise, son délai de remboursement, l'âge du chef d'entreprise, son secteur d'activité, son lieu géographique, son historique de CIR? On n'a jamais réussi à tirer aucune corrélation. Il y a un aléa terrible qui est que c'est pas parce que vous avez été remboursé très vite, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous serez remboursé aussi vite la 4e année. Donc c'est d'ailleurs très important pour le chef d'entreprise, dans sa trésorerie, qu'il ne se trompe pas et ne se dise pas c'est certain, je l'aurai dans les 3 mois. Oui, bien sûr. C'est pas certain. Donc si nous on existe, c'est bien qu'il y a un problème de délai de remboursement. Oui, sinon on n'existerait pas de manière un peu cynique. Mais avant d'aller dans le cynisme, effectivement, je rejoins Philippe sur les remerciements. Alors bien sûr, au service de l'État, mais en fait tout simplement à notre pays, la France, qui consacre un budget énorme à la R&D, 6 milliards enfin, sous forme de CIR. C'est beaucoup de pays nous l'envient, très honnêtement. En plus, c'est du CIR restituable, remboursable, à tel point que même l'Allemagne va nous copier. Enfin, nous copie cette année pour la première année. C'est la première année que l'Allemagne lance. Il ne l'avait pas fait auparavant. Non. Donc voilà, n'oublions pas ça. C'est quand même un. C'est bien de le rappeler. Je voulais rajouter ça en plus. Le fameux verre à moitié plein. Voilà. Après, sur nos constats à nous, alors avant crise, on a un constat qui est assez simple. C'est la campagne de remboursement du CIR par les services de l'État, en fin de compte, ne démarrait qu'à l'été, au mois de juillet. On atteignait le chiffre de 50% des CIR remboursés seulement au mois de novembre. D'accord ? Donc on est déjà au-delà des 6 mois normalement admis pour rembourser. Et on atteignait un petit 60% de créances remboursées à fin décembre. Ce qui veut dire que vous aviez encore 40% des entreprises qui étaient, de nos créances, qui étaient en attente de remboursement en fin d'année. D'accord. L'an dernier, ce qui s'est passé, ce n'est pas tellement une accélération des délais de restitution, c'est juste que la campagne de remboursement a démarré plus tôt. Elle a démarré au mois de mars, ce qui fait que les 50%, au lieu de les atteindre en novembre, on les a atteints en juillet. Oui. Et puis, au lieu d'être à 60% en fin d'année, on est arrivé à 80%. Mais ça veut dire qu'on avait quand même encore 20% qui étaient en attente de remboursement. Oui. Et là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est très clair, on est revenu comme avant. Les délais, l'annonce de mois de mars ne se traduit chez nous, en tout cas, en rien du tout. C'est-à-dire qu'on est revenu comme avant. Alors après, ces délais, ils s'expliquent, moi je les comprends bien, c'est que c'est beaucoup d'argent et c'est normal que les pouvoirs publics contrôlent tout ça. Parce qu'il y a parfois quand même, il ne faut pas hésiter à dire, des déclarations un peu folkloriques. Et donc merci à tous ceux qui se penchent sur le sujet pour vérifier que l'argent est bien utilisé, parce que c'est toujours pareil, quelques mauvais cas d'usage peuvent polluer l'ensemble du dispositif. Oui, c'est intéressant de le rappeler aussi, évidemment, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et on est parfois aussi responsable soi-même de cela.
Alan, peut-être un mot sur la perception que vous avez, vous, justement, des échanges avec l'administration fiscale. Ça se passe comment pour vous? Et nous, globalement, encore une fois, on a eu beaucoup de chance. Ça se passe vraiment très bien. On a un contact qui est resté le même. Donc ça, c'est aussi un sujet. Je pense qu'il y a une connaissance historique de notre dossier. Et on essaye, encore une fois, de montrer patte blanche en donnant plus d'informations que ce qui est normalement requis, puisqu'on peut se permettre d'envoyer seulement en fait, les éléments financiers. Nous, on ajoute à ça des éléments de contexte, de compréhension. Après, on est dans un secteur d'activité qui peut difficilement être contesté comme étant innovant. C'est l'intelligence artificielle appliquée au médical, avec du traitement de l'image. Mais on fait quand même le nécessaire pour montrer que, entre guillemets, on serait prêt en cas de contrôle et qu'on n'a pas de choses à cacher. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous décrypter pour bien connaître le sujet de votre côté et nous pour moins connaître VitaDX, comment est utilisé ou réutilisé le cire chez vous? Alors, pour nous, le cire, c'est clairement quelque chose de très important. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça contribue à notre capacité de réinvestissement. Aujourd'hui, on ne fait pas de chiffre d'affaires et donc on se finance par des levées de fonds privées. Eh bien, le cire nous permet, entre guillemets, d'acheter du temps pour continuer à investir et atteindre des étapes plus importantes dans la vie de l'entreprise pour être en capacité de lever des fonds plus facilement et dans des meilleures conditions. Donc c'est un petit peu de garder de l'autonomie. Et donc, vous voyez, nous, depuis le démarrage, en fonction des années, le CIR va représenter entre 200 et 500 000 euros. Donc c'est énorme par année. C'est conséquent pour une société comme la nôtre qui va faire des levées de fonds, mais qui doit faire des effets de levier. Bien sûr. Alan aurait pu passer par vous ou est-ce qu'il y a un profil particulier? Pourquoi certaines entreprises passent par le préfinancement et pourquoi d'autres ne le font pas? Et bien sûr qu'Alan devrait passer par nous, même, évidemment. Je ne vais pas dire non. Oui. Non, nous, on est sollicité dans 3 cas de figure. Premier cas de figure, c'est l'urgence de trésorerie. Urgence de trésorerie au sens payer les salaires de fin de mois ou du mois d'après. D'accord. Cette situation arrive notamment, parfois, par justement des mauvaises surprises sur le plan des délais de remboursement du CIR, puisque dans votre cas de figure, si je comprends bien, vous n'avez pas de revenus, autres levée de fonds ou subventions publiques ou crédit d'impôt. Et donc si jamais vous avez tablé sur une restitution à l'été et qu'elle n'est pas arrivée à l'été, facilement ça se transforme en gros problème. Donc c'est la première situation auquel on répond, parce qu'on sait faire ça évidemment. Deuxième situation, c'est une levée de fonds en cours, ou qui a démarré, ou qui patauge un peu. Pareil, où le chef d'entreprise veut gagner un peu de sérénité dans ses discussions avec ses futurs investisseurs. Il a besoin de trésorerie, on peut l'aider là-dessus. La dernière situation, heureusement, elle arrive aussi, c'est juste accélérer le time to market, accélérer sa R&D. Et donc pourquoi attendre plus d'1 an? Parce qu'en fin de compte, vous engagez vos dépenses de recherche là en 2021, mais elles vous seront remboursées qu'en 2022. Oui, nous, notre métier, c'est de financer, de débloquer les fonds au fil de l'eau des dépenses. Voilà. Donc on peut encore plus accélérer ces R&D. Philippe Bernat, votre regard? Oui, j'aimerais bien ajouter un point sur ce que vient de dire Arnaud, parce qu'il y a un côté extrêmement vertueux dans la démarche proposée par Neftis, c'est de procéder à un rescrit, l'équivalent d'un rescrit, on va dire, attention au terme qu'on utilise, mais en tous les cas d'une évaluation scientifique, technique poussée par des experts diligentés par Neftis, et qui permet d'avoir dès le début du projet la capacité à se dire on met les pieds dans un endroit qui est sain. Et du coup, ça a une vertu, c'est qu'effectivement, les sommes sont accordées en fonction de ça. Ça permet de calmer la relation avec les investisseurs qui, de plus en plus, assujettissent des déblocages de fonds en fonction de l'obtention ou pas du CIR. Et moi, je vois en médiation des cas que je trouve assez pernicieux quand même. C'est dans le cadre de cession, fusion, acquisition entre entreprises où on met des garanties d'actifs passifs sur les obtentions des crédits impôt recherche qui ont été déclarés. Ça me perturbe parce qu'on a l'impression que le crédit impôt recherche devient un risque industriel. Oui. Or, ce n'est pas le but puisqu'il est là pour financer la prise de risque. Donc, on a totalement inversé la machine. Donc, ce côté, je prends une mesure. Je m'assure que c'est éligible et ensuite je débloque les sommes, y compris sur les créances en germe. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire que c'est les travaux de l'année qui vont pouvoir être financés. Ah ben c'est vraiment la bonne solution. Mais faut-il que ce soit une organisation de type Neftis, et je suis ravi que Arnaud fasse ce travail qui est remarquable, faut-il que ce soit que lui qui le fasse il y a aussi une part d'obligation. Bien sûr. Du côté de l'administration, à comprendre ça. Alors, on y reviendra tout à l'heure parce que moi, je pense qu'il y a un point fondamental sur lequel il faut travailler, c'est le dialogue. La compréhension mutuelle que les uns et les autres doivent avoir de c'est quoi une start-up, c'est quoi une entreprise innovante, c'est quoi le mode de financement. Et puis, c'est quoi un contrôle fiscal ? Comment ça se passe? Le degré de complexité, il est énorme. Selon qu'on fasse du crédit impôt recherche, qu'on fasse du crédit impôt innovation, qu'on demande un agrément. Mais c'est d'une complexité. Alors un grand groupe peut se trouver son chemin dans tout ça, mais une petite structure,
c'est pas son métier quand même que d'apprendre des choses extrêmement complexes, alors qu'il vaut mieux qu'elle travaille sur le développement de son médicament candidat ou autre chose. Un dernier point, pardon, c'est important, je voudrais le rappeler parce qu'on ne l'a pas assez dit, je trouve. Il faudrait absolument que dans les mesures de l'Observatoire, qui est une initiative moi, que je trouve remarquable, il y ait une traçabilité qui se fasse sur les filières d'activité. Vraiment approfondie, parce que je suis dans la pharma, et j'ai pas trop de problèmes. J'ai une salle blanche, j'ai des docteurs, je coche plein de cases qui permettent de dire très vite à l'administration, c'est bon. Oui. Je suis dans l'informatique, et en ce moment, on a bien compris que l'informatique était un formidable levier de développement, de transformation. Je suis dans l'informatique, vous partez avec un handicap. C'est pas normal. Donc il faut aussi faire ce travail de comprendre pourquoi sur des filières, il y a des comportements, des réactions et des résultats qui ne sont pas les mêmes. C'est discriminant, c'est pas normal. Vous l'entendez ça, Bruno, dans la proposition? Oui. Alors tout à fait, et du coup, ça sera vraiment un sujet pour le prochain observatoire, de se focaliser effectivement en fonction des filières. Moi, je voulais juste rapprocher un peu les deux visions entre Alan et Arnaud, parce qu'il était très satisfait effectivement de ces délais de restitution, et il a proposé une méthode qui visiblement marche, et de joindre les justifications techniques et financières avec sa demande de restitution. Et ça, nous, on l'a testé chez nos clients depuis plusieurs années. Et là, ça rejoint ce que disait Arnaud, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire que des fois, ça va allonger les délais, et des fois, ça va les réduire drastiquement. Ah oui. Peut-être que si on donne un dossier, l'administration va prendre le temps de l'examiner, et des fois, plus de temps. Donc en fait, on n'a pas de corrélation forte, effectivement. Sinon, effectivement, l'idéal serait de donner son dossier tout de suite à l'administration avant d'attendre la demande d'information. Après, je voulais revenir juste sur le premier point, qui est un peu le benchmark qu'on peut faire international sur les dispositifs. Nous, on accompagne régulièrement des entreprises sur 15-16 pays. Et il faut savoir qu'il y a à peine 6 pays dont la France, qui ont la possibilité de ce cashback, qui donne la possibilité de ce cashback. Donc c'est vraiment une force. Et qu'en plus, dans certains pays, c'est quand même relativement limité. C'est soit limité exclusivement aux PME, soit c'est capé en termes de montant. Donc on a vraiment une vraie chance, effectivement, d'avoir ces restitutions. Et on parlait tout à l'heure de la satisfaction relative des personnes qu'on avait interrogées dans le cadre de l'enquête. Elles ont quand même toutes convergé vers un point, c'est nécessité de clarifier et de donner de la visibilité sur ce qui se passe en fait dans le processus de restitution. Parce que c'est ça aujourd'hui qui est angoissant et qui est anxiogène pour le dirigeant, c'est de ne pas savoir quand les fonds vont tomber. Oui, je suis complètement d'accord. Le vrai sujet, en fait, c'est celui de la visibilité. Parce que je pense que n'importe quel chef d'entreprise, à partir du moment où il a une quasi-certitude sur un délai, même si c'est 11 mois, à la limite, il s'organise. Le pire, c'est de ne pas savoir et que ça ne soit pas pareil que l'année précédente et que ça sera encore différent l'année suivante. Je crois que c'est vraiment ça. Je suis tout à fait d'accord, puisque en fait, c'est la visibilité, notamment sur des sociétés comme les nôtres, nous, on ne vit qu'avec la visibilité de trésorerie. Et donc, si on est capable d'anticiper, ça veut dire que la levée de fonds d'avant, on lève un peu plus de fonds. Ou en tout cas, on anticipe les choses. L'absence de visibilité est un stress qui est majeur. Quel est le regard, Philippe Bernat, justement, que vous portez sur les processus de traitement mis en place par l'administration et sur les moyens associés? Alors moi, j'ai le sentiment que parfois c'est un petit peu complexe quand même, selon qu'on soit, encore une fois, une start-up, une PME, une ETI, un grand groupe. Il y a un principe de base à l'administration fiscale, c'est qu'on est tous égaux devant le fisc. Voilà, on doit tous être traités de la même façon. D'accord, mais est-ce qu'une start-up peut être traitée de la même manière qu'un groupe? Je ne sais pas, je m'interroge, j'ai bien une part de réponse, mais alors après, adapter les dispositifs selon qu'on soit petit, moyen ou grand, c'est compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut comprendre la mécanique entre le travail que fait déjà toute la législation autour de la fiscalité. Alors ça s'est beaucoup calmé, quoique ces derniers temps, on a vu que beaucoup de choses évoluaient, dont des choses assez importantes, comme par exemple la disparition du CIR x2 sur la collaboration avec la recherche publique. C'est un sujet quand même qui va poser des problèmes à la fois en financement, à la fois en contrôle, en compréhension de l'application. Donc il y a beaucoup de sujets qui évoluent. Après, il y a d'autres documents qui viennent se greffer autour de l'écosystème, des guides qui sont mis à jour régulièrement de façon unilatérale. Là, on devrait travailler à une meilleure collaboration entre ceux qui les éditent par rapport à ceux qui vont ensuite les appliquer et ceux qui vont ensuite les défendre, et qui ramènent chaque année des degrés d'interprétation, de compréhension, d'exigence différents des années précédentes, qui créent
Une difficulté supplémentaire, c'est est-ce qu'on fait le contrôle d'un CIR qui a été fait 4 ans précédemment avec l'état de l'art du moment dans lequel on fait le contrôle ou du moment dans lequel les travaux ont été faits. Là encore, j'ai bien la réponse à la question, mais ce n'est pas facile de s'assurer que c'est toujours respecté. Et dans beaucoup de cas que nous voyons en médiation, ça n'est pas respecté. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors évidemment, quand on parle de 6-7 milliards d'euros, c'est normal qu'on mette en place des dispositifs exigeants, Bien sûr. complexes. Mais il faut faire preuve d'adaptation, il faut faire preuve de compréhension et peut-être ajuster certains de ces processus, oui. Vous parlez d'égalité notamment. Je vais vous transmettre 2 questions qui nous sont partagées en ce moment par ceux et celles qui nous regardent sur le chat. La première question pour vous là-dessus, c'est lorsqu'une entreprise change de service impôt entreprise, y a-t-il un suivi de l'historique des contrôles dans la pratique? Finalement, est-ce que si je déménage demain, si je change, est-ce que je suis dans la même égalité ou pas? Eh bien, normalement, il faudrait que ce soit le cas. Alors, je vais répondre en prenant une précaution quand même, hein. La médiation, on est aux urgences. Oui. Et nous, dans notre couloir, il n'y a que des blessés sanguignolents. Il y a les Alors, blessés, ouais. on voit beaucoup la misère quand même, hein. C'est vrai. Alors, on ne demande pas qu'aux 20h, on nous applaudisse. Ça, c'est pour une population qui fait un travail certainement beaucoup plus humain que le nôtre. Mais en tous les cas, on voit que des cas difficiles. J'ai un cas en tête, évidemment, je ne citerai ni le cas, ni la région, etc., d'une entreprise qui était, alors peut-être je peux mettre dans le quart nord-est de la France, qui faisait du crédit impôt recherche et qui avait même fait un rescrit, ce qu'on vante par ailleurs, Bien sûr. à condition qu'on ait les moyens de les faire dans des conditions rapides et efficaces. Mais Oui. ça, c'est aussi une paire de manches parce qu'il y a aussi une question de moyens. Bien sûr. Elle a son rescrit, elle fait son CIR, elle déménage son siège, elle arrive dans une autre région, on lui retoque son CIR, y compris celui qui faisait l'objet d'un rescrit. Voilà, Incroyable. là on est aux urgences. On est aux urgences, c'est un cas extrême, il a fallu qu'on travaille dessus, ça a pris du temps. Alors, ce côté prédictibilité, il faut y travailler, on n'a pas assez d'engagement, par exemple, de dire qu'on rembourse au bout de 60 jours. Prédictibilité. Et puis, il y a un autre côté qui est important, c'est la répétabilité. Et la répétabilité, ça, on n'est pas encore assez bon là-dessus. Ouais, évidemment. Ouais. Ça m'amène une question spontanée, mais est-ce que là, on n'est pas aussi sur le bon sens? Est-ce que finalement, le bon sens du côté de l'entreprise, ce serait de se dire, tiens, puisque je vais déménager le siège social, je le sais quand même 6 mois, 1 an avant, le bon sens serait d'anticiper de l'autre côté le fameux bon sens que l'on demande à l'administration fiscale, par exemple, de se dire, attendez, s'il y a eu un blanc-seing dans la région d'avant, pourquoi pas dans la nouvelle? Enfin, cette question du bon sens, elle est entendable pour vous? Oui, Nicolas, bien sûr qu'elle est entendable, et ça fait partie d'un point que j'ai abordé tout à l'heure, c'est que c'est aussi la volonté de communiquer. C'est-à-dire que si je dis avant ce que je vais faire, si j'essaie de voir la personne qui va s'occuper de moi et que je lui propose de me rencontrer, je ne suis plus un dossier. Je deviens une entreprise, je deviens une personne, je deviens quelqu'un avec laquelle je bâtis une relation. Donc ça, c'est fondamental. Alors, est-ce qu'on peut le faire avec les 22 000 déclarants ou je ne sais plus combien du crédit impôt recherche? C'est compliqué, mais ce n'est pas les 22 000 dossiers qui sont en souffrance. Mais sur ceux pour lesquels le CIR est vital, je pense qu'il devrait prendre un peu plus de temps à aller vers l'administration, mieux la comprendre, mieux la connaître et mieux se faire connaître. Ça, c'est fondamental. Là-dessus, je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Une question du chat pour vous, Bruno, mais aussi pour les autres, c'est est-ce que l'administration fiscale a une obligation de délai sur l'instruction d'un dossier de remboursement CIR-C2I? Aucunement. C'est bien un problème et c'est une des préconisations qu'on formule, nous, dans notre observatoire. Et on va en parler tout à l'heure. Ce que Philippe disait, c'est qu'effectivement, on puisse au moins avoir un délai incompressible sur lequel, effectivement, enfin, si, justement compressible, mais un délai, une date butoir, mais sur lequel voilà, les fonds sont dégagés si on dépasse. Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'autres sujets avec l'administration où, au bout de 3 mois, si l'administration n'a pas répondu, c'est que c'est bon. C'est dans ce record. Oui, c'est ça. Donc, on pourrait aller là-dessus. Je continue avec les questions qui nous arrivent. Pourquoi ne pas contraindre l'administration, justement, par un délai de traitement, mais avec une contrepartie de l'entreprise, et quelqu'un dit, par exemple, entre parenthèses, garantir l'emploi ou rendre le CIR obtenu? Alors moi, là-dessus, il faut peut-être faire attention, parce que si on commence à mêler des dispositifs de financement basés sur du déclaratif, avec des engagements sociaux, etc. C'est un peu compliqué. Et comment on fera après pour faire le rapprochement en cas d'échec, en cas de succès? Je ne suis pas sûr qu'il faille y aller jusque-là. En revanche, avoir un niveau de service, ce qu'on connaît bien dans l'entreprise en général, un SLA pour le dire en anglais, au-delà duquel il se passe des choses, par exemple, d'abord d'accepter un versement partiel, complet ou pas, de la somme. Oui, ça, il faudrait peut-être l'imaginer. Après, il faut encore une fois, je reviens là-dessus, comprendre
les risques, les conséquences de décisions qui ne sont pas les bonnes du côté du contrôle fiscal. Bien sûr. C'est là où ça devient très compliqué. Alors, on ne va pas faire un Grenelle du crédit impôt recherche et de la relation entre les uns et les autres, mais peut-être qu'encore une fois, mieux se comprendre, mieux dialoguer, mieux anticiper, je pense, être accompagné. Oui, ça c'est... Alors, je sais que certains dans l'administration estiment qu'on ne devrait pas imaginer que l'accompagnement soit nécessaire. Moi, je dis qu'il est indispensable aujourd'hui parce que c'est d'une telle complexité. Et on en fait... Le crédit impôt recherche est devenu un élément de la stratégie financière de l'entreprise. Évidemment. Donc, on ne peut pas gérer ça à la petite semaine. Donc, il faut le faire de façon très sérieuse pour tout le monde. On pointe souvent les erreurs ou les problèmes ou les lenteurs de l'administration fiscale. Est-ce que pour autant, ces lenteurs ne sont pas aussi le résultat parfois du mauvais comportement de quelques exceptions, mais aussi parce que certains sont tellement mal comportés, côté entreprise et côté demandeur, que finalement l'administration a dit, écoutez, s'il y a des vilains petits canards, il va falloir qu'on réagisse. Il y a aussi une régulation à faire côté entreprise en disant... Oui. Oui, alors absolument. Alors, ces mauvais comportements, Arnaud en a parlé, ça a été identifié. Il y a, moi, je crois à la rédemption. Et d'ailleurs, ça passe par des choses qu'on a mises en place. Et Ming fait partie des premiers cabinets à être référencés. Donc, le référencement, installer un cadre de confiance entre les consultants en crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, les entreprises qui en bénéficient, et de ce fait, la relation qu'ils ont ensemble avec l'administration. Et l'administration au sens large, c'est-à-dire les gens qui font les lois fiscales, les gens qui font les expertises scientifiques, que ce soit sur le crédit impôt recherche ou le crédit impôt innovation, bien sûr, ce n'est pas les mêmes, ça serait trop simple, et faire en sorte que tout le monde se rapproche, tout le monde se comprenne, et encore une fois, tout le monde accepte le dialogue et la confrontation. Mais ce n'est pas suffisant. On n'a pas encore réussi à transformer le travail qu'on mène depuis 5 ans quand même, hein, donc on est sur des échelles longues, on n'est pas encore arrivé à un niveau satisfaisant. Je croyais que pour travailler dans la médiation, il fallait être surtout patient. Et je viens de comprendre que, selon le philosophe Philippe Bernard, il faut en plus croire en la rédemption. Et on voit les qualités pour travailler exactement. Autre question qui vient pour vous, Arnaud. En faisant appel à une entreprise de préfinancement, qui devient responsable et interlocuteur SIE en cas de contrôle fiscal? Est-ce que c'est la PME ou est-ce que c'est vous qui faites aussi toutes les démarches? Est-ce que vous vendez le service en fait? Non, ça reste le contribuable, le redevable, puisque sur le plan juridique, le contrôle fiscal se passe toujours entre l'administration fiscale et l'entreprise. D'ailleurs, et c'est un problème dont on souffre, c'est nous, dans le cas où on a préfinancé le CIR d'un de nos clients et qu'un contrôle fiscal se déclenche, on n'est même pas au courant. Ah oui. Ce qui est d'ailleurs un peu anxiogène pour nous, parce que parfois on le découvre, malheureusement trop tard, alors même qu'on aurait pu accompagner l'entreprise avec l'aide de nos conseils, dont Heming, pour s'assurer que justement ça se passe bien. Donc ce dialogue, il continue entre l'entreprise et l'administration fiscale, ce qui est bien, parce que à la fin, c'est bien l'entreprise qui est le mieux à même de défendre ses travaux de recherche, c'est pas nous. Alors nous, on va intervenir, le cas échéant, en deuxième rideau, je vais dire, c'est-à-dire dans le cas où vraiment l'exercice est parti complètement, pas du tout comme ça aurait dû, ou alors que malheureusement l'entreprise a été contrainte de déposer le bilan. Parce que là, on se retrouve seul au front pour essayer de défendre les dépenses vis-à-vis de l'administration fiscale. Parce que je vois justement sur le chat quelques remarques là-dessus. Encore une fois, on parle là d'exception et l'idée, c'est pas de faire de généralité, mais on a eu quelques polémiques retentissantes sur des entreprises qui bénéficient du CIR et qui décident du jour au lendemain de fermer leur service R&D ou de le délocaliser. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, encore une fois, je pense que faire du lien un peu trop rapide entre ces éléments-là, parfois, ça peut amener à des réactions un peu excessives. Oui. Après, il faut faire appel au bon sens. Oui. Il faut faire appel au bon sens des entreprises. Je pense qu'on est de plus en plus amené à avoir des dirigeants qui s'inscrivent dans des comportements responsables. Bon, ensuite, il y a un arbitrage qui se fait au niveau mondial. On ne peut pas avoir une politique nationale sur un dispositif comme le crédit impôt recherche et puis imposer à l'entreprise de jouer exclusivement sur le périmètre national, alors que c'est un acteur mondial. Voilà, c'est un peu trop simple, quoi. C'est comme quand j'entends, pardon de la digression, mais des retours qui disent que les 5 milliardaires du Covid aujourd'hui ont plus d'argent que ce qu'il faudrait pour financer la vaccination de tous les pays d'Afrique. Je crois que c'est 9 milliardaires, oui. Des fois, je me dis attention, parce que
à force de jeter des trucs comme ça pour des effets un peu médiatiques, on a vite fait de déraper. Je crois qu'il faut être attentif à ce genre de raccourcis. Déjà que les entreprises fassent leur boulot, qu'elles déclarent correctement leur CIR, que les travaux soient éligibles, que ce soit rapidement évalué, que ce soit rapidement payé. Et donc, qu'est-ce qu'elles feront? Non seulement elles emploieront des nouveaux collaborateurs, elles développeront leur activité, elles feront du résultat, elles paieront leurs impôts et on créera un effet attractif qui fera que tout ça sera une boule de neige qui continuera à grossir. Évidemment. Voilà, je résume, je simplifie. Là où je te rejoins, Philippe, c'est que derrière le CIR, c'est pas un cadeau à je ne sais pas qui. Le CIR, ça vient financer, pour Bruno, tu dois mieux connaître la stat que moi, 50 ou 70% des salaires, des emplois. Bien sûr. Donc derrière le CIR, c'est quoi? C'est des gens, des emplois, des gens qualifiés, effectivement, parce que c'est pour mener des travaux de R&D, mais c'est ça que ça vient financer, rien d'autre. Emploi, consommation, croissance, voilà, bien sûr. Donc c'est ce qui se passe dans notre entreprise, si je comprends bien. 90%, donc 20 personnes sont en R&D, 20 personnes sont financées à moitié par le CIR. Exactement, ça contribue efficacement à payer leur salaire. Il faut bien comprendre que dans nos sociétés, dans la plupart des sociétés, le CIR, il ne permet pas de verser des dividendes. Il permet juste d'accélérer notre activité, de la maintenir et de donner un peu plus de... L'idée, c'est que l'année d'après, on ait encore plus d'équipes, encore plus de potentiel. C'est vraiment une logique d'accélération du développement de l'entreprise. Ce n'est pas un cadeau au sens strict, même si ça représente, encore une fois, c'est conséquent. Et si le CIR s'arrêtait, on serait dans une situation qui serait, je pense, assez dramatique. Mais il faut le voir comme une accélération et pas un cadeau, évidemment. Oui, on n'est pas là sur l'effet d'aubaine. Et vous avez raison, les médias dont je fus, malheureusement contribuent par leur méconnaissance ou leur désintérêt finalement, lancent parfois des pétards, mais derrière ne savent pas l'impact que ça peut avoir. Donc c'est bien de rappeler cela. Je ne vais pas battre ma coulpe parce que je n'en suis plus dans les médias, mais j'ai quand même le titre de journaliste, donc je conçois tout à fait. Bruno. Je voulais juste rajouter qu'effectivement on peut voir le côté, le verre à moitié vide avec les départs, les délocalisations de centres de recherche d'industrie française. Mais par contre, une chose est sûre, c'est l'implantation en France de centres de R&D émanant de sociétés étrangères. C'est aussi grâce au CIR. Et elles sont nettement plus nombreuses que, effectivement, la délocalisation des effectifs de R&D. On a parlé, je ne sais pas, de Sanofi, d'autres, etc. En contrepartie, je crois, je le fais de mémoire, hein, donc sur les chiffres, je ne sais pas, mais c'est plus d'une centaine de centres de R&D qui seront implantés régulièrement en France grâce au crédit d'impôt recherche. Alors continuez à vous poser vos questions, évidemment, si vous avez d'autres questions. Juste une chose, on est dans une période particulière, on est en train de nous rabâcher les oreilles sur un truc qu'on avait oublié parce que ce n'est pas l'actu du moment, mais les médias, ça les intéresse, c'est la campagne présidentielle et la présidentielle dans un an. Est-ce que, au regard de l'année qui arrive, est-ce que ça peut jouer quelque chose, cette campagne présidentielle, l'échéance présidentielle? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cela? Enfin, j'ai vu Philippe réagir et Bruno ensuite, mais... Peut-être, alors j'ai un devoir de réserve évidemment quand même que je dois observer, mais quand même. Évidemment, surtout en ce moment, on est en post-Covid. On a réussi à sauver les meubles, mais il va falloir alimenter la réaccélération, la reprise. On a bien compris que sans innovation, c'est pas la peine, il n'y aura pas de solution pour pratiquement tous les secteurs industriels. Donc il va falloir mettre entre guillemets le paquet là-dessus. Alors après, moi je pense que je ne rentre pas dans un discours de ce que pourrait proposer un candidat, mais encore une fois, il faut aller plus vite, il faut faire plus simple. Je pense qu'on est en train de perdre un super outil qu'on avait qui était le crédit impôt innovation. Donc peut-être qu'il faudrait y repenser sous une forme différente s'il le faut, mais y penser, financer la R&D comme on le fait en France, c'est formidable. Il y a un point sur lequel on n'est pas bon, c'est financer le passage à la commande. Alors à quoi ça sert de financer en amont si on n'est pas capable de percoler ensuite par rapport au marché? C'était le but du crédit impôt innovation. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Ensuite, je crois qu'un message profond d'un discours serait de rétablir le dialogue et la confiance entre tous les acteurs. Moi, je milite, alors ça, c'est pas un discours présidentiel évidemment, mais je milite pour qu'on fasse une journée du CIR. Ça fait des années que je le demande, et que tous les ans, on passe une journée, tous ensemble, des entreprises, l'administration, les gens du ministère de la Recherche, les gens de la DGE, tous les gens concernés par l'écosystème, et on se rencontre, alors une journée et demie, j'en sais rien, mais pour dire, est-ce que ce dispositif, ça produit ce qu'on en attend? Oui. Est-ce que les uns et les autres, on est contents, satisfaits du comportement de l'autre partie? Et dans les deux sens, pas uniquement l'administration vis-à-vis des contribuables, mais aussi les contribuables vis-à-vis de l'administration. Il y a plein de choses à faire. Donc ça, moi, je pense que ça serait fondamental. Puis dernier point, je finis avec ma liste au Père Noël, c'est... Je voudrais un jour qu'on arrive à comprendre combien coûte le crédit impôt recherche pour l'entreprise qui le déclare.
tous les ans, on leur met une couche. Oui. Donc le coût total de possession du cire un jour va coûter plus cher que le cire lui-même. Pour certaines, c'est ça. D'ailleurs, certaines ne vont pas vers le cire parce qu'elles savent qu'elles vont devoir payer quelqu'un pour s'occuper de ça et ça coûtera peut-être plus cher que ce qu'elles auront. Défiance. Oui, c'est ça. Et c'est bien de le dire. Belle proposition pour la journée. On a bien des journées du petit orteil, du grand orteil, de l'orteil du milieu, la fête des grands-mères et la fête des câlins et des bisous. Pourquoi pas la journée du cire? Ça fait très royal, Oui. ça fait très... mais pourquoi pas? Évidemment. Un mot là-dessus sur l'échéance à 1 an, la vision, et puis après je demanderai un mot de conclusion. Je rejoins Philippe sur ce que j'avais en tête, c'est effectivement il faut sauver le soldat crédit d'impôt innovation. Oui. Donc parce qu'il va y avoir une évaluation, normalement il se termine en 2022, donc il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Et au-delà de ça, il faut aussi essayer d'arrêter d'opposer la recherche publique et la recherche privée. Bien sûr. Parce que je pense qu'il y a aujourd'hui des programmes de candidats qui vont un peu dans cette orientation-là, et on serait plutôt avisé justement de rapprocher davantage cette recherche privée et cette recherche publique pour avoir des effets leviers qui soient significatifs en termes d'innovation et de R&D. Donc la suppression, comme tu le mentionnais Philippe, de la sous-traitance doublée vis-à-vis de la recherche publique, c'est déjà un premier coup derrière la tête par rapport à la fois aux organismes publics et aux entreprises. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais il faut trouver des mécanismes qui rapprochent ces deux entités en fait. Très bien. Alan, je vous ai vu réagir. Oui, mais c'est vrai que ce sujet du doublement et de sa disparition, il faut bien comprendre l'impact que ça va avoir. Ma perception, si vous voulez, c'est effectivement certaines structures privées pouvaient estimer que dans des cas particuliers, il y avait une concurrence publique, ce qui était sans doute le cas. Mais quand je prends nos collaborations avec les structures publiques, aujourd'hui, cet argent, si je ne le donne pas à la structure publique, je n'ai pas de structure privée à qui la donner. Les compétences qu'on va chercher, ce sont des compétences de très haut niveau, réellement de la recherche quasi fondamentale pour passer à l'appliquer. Et donc, les structures privées avec qui je travaille ne font de l'ombre à personne. Et donc, j'ai peur qu'on ait choisi ce débat qu'il y a depuis pas mal de temps entre concurrence privée et publique, qui était sans aucun doute légitime dans certains sujets, et pour régler le problème, on a cassé cette dynamique. Et encore une fois, si vous voulez, c'est pas que les projets vont pas se faire avec ces structures-là, mais ils vont se faire sur plus longtemps. Et c'est toujours pareil, c'est une question d'accélération du développement. Nous, c'était une incitation majeure pour aller vraiment sur des sujets où le niveau de risque est extrême, puisqu'on est encore plus tôt dans le côté maturation de l'approche technologique, et ça va nous freiner. Donc ça, c'est très négatif, il faut être clair là-dessus. Oui, peut-être que la période Covid est en train de montrer aussi finalement de l'utilité, alors on verra peut-être les résultats dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais de l'utilité du travail finalement du public, du privé sur les vaccins, mais les futurs traitements, les futurs vaccins améliorés aussi. Finalement, tout le monde contribue et vous avez raison de rappeler que c'est quand même dans l'intérêt général qu'on sort le privé dans le public. Pour terminer, les uns et les autres, si vous aviez une baguette magique, et ce sera votre mot de conclusion, comment vous l'utiliseriez pour améliorer la restitution du cire? À qui je donne la patate chaude en premier, Arnaud? Moi, la baguette magique, elle existe, il faut aller voir Neftis. et puis tout se passera très bien. Non, mais vous êtes en concurrence, donc vous pouvez le dire, il n'y a personne d'autre en face. Dit plus sérieusement, l'intérêt de passer par nos services, effectivement, c'est à la fois pour le chef d'entreprise de passer en avance de phase quelque part sous le regard extérieur d'un expert qui va s'assurer que les travaux tels qu'ils sont déclarés seront éligibles au sens où l'entend l'administration fiscale. Et pour ça, on ne le fait pas seul, on le fait avec l'aide d'experts dont Heming. Et c'est un exercice qui est parfois un peu difficile pour le chef d'entreprise parce qu'il est convaincu que tout va bien, que tout est simple, etc. Et parfois, le réveil est un peu douloureux, de bonne ou de mauvaise foi. Mais en tout cas, c'est un exercice qui est important. Après, moi, je suis obligé de reconnaître, parce qu'on est un peu comme l'administration fiscale, on reçoit énormément de demandes de préfinancement. Oui. Vous ne prenez pas il y a vraiment de tout. Oui, bien sûr. Et c'est très compliqué de se dire, les entreprises biotech, elles sont toutes bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les entreprises informatiques sont toutes comme ça, c'est pas vrai non plus. Et donc, vous êtes obligé de faire du cas par cas quand effectivement l'administration fiscale reçoit 20 000 ou 22 000 dossiers de demandes. C'est compliqué, quoi. Il y a un vrai effet volumétrie. Donc, j'ai envie de rester sur cette thématique. Laissons les pouvoirs publics faire ce qu'on leur demande, c'est-à-dire vérifier que l'argent public est utilisé correctement.
Alors bien sûr, ils peuvent s'améliorer, mais ça reste compliqué. Il ne faut pas casser le joujou. Et pour que ce joujou ne se casse pas, il ne faut pas qu'un jour on découvre qu'il y a eu un truc terrible, c'est-à-dire des millions et des dizaines de millions qui ont été déversés par erreur à telle entreprise. Parce que ça casserait le joujou. Bien sûr. Donc c'est très important qu'on reste là-dessus, je pense. Et c'est intéressant, même si vous dites aux entreprises, on est là à Neftis, vous n'acceptez pas non plus tous les dossiers. Certainement pas. Non, certainement pas. Parce que, bien sûr, on est sujet, comme l'évasion fiscale, à des tentatives de fraude et d'escroquerie, évidemment. Bien sûr. Parce qu'on attire, voilà, comme tout fonds d'investissement, on attire des gens qui, forcément, n'ont pas... voilà. Arnaud Chambriard peut être magicien sur certaines demandes, mais n'est pas magicien au théâtre Grévin, ni pour des mariages ou enterrements. Ne l'appelez pas pour l'anniversaire de votre fils, ça ne marchera pas. Merci, cher magicien, de nous proposer ça. Alan, d'abord, tiens, avant Philippe, votre baguette magique. Alors, ma baguette magique, ça serait de maintenir le doublement du CIR. Oui. Et peut-être sur un deuxième sujet, c'est qu'il y ait un petit peu moins d'éléments justificatifs à fournir, j'entends au niveau technique, Oui. Qui en fait ne fait que devenir de plus en plus lourd à ma perception. Bien sûr. Bon, ça c'est lié aussi au niveau de confiance. On ne peut pas avoir confiance effectivement dans tout, mais peut-être revenir sur des exigences qui soient gérables par un dirigeant, une petite équipe qui ne peut pas forcément au début de son activité faire appel à un cabinet pour l'aider. Et ça, je pense que c'est important. C'est important. Philippe Bernat, la baguette magique. Ma baguette magique en trois étages, désolé. Oui, oui. La première, c'est rédiger ensemble les documents qui viennent encadrer les conditions d'obtention du crédit impôt recherche, surtout le faire ensemble. Ça sera une plateforme de dialogue et à nouveau de redécouverte mutuelle les uns les autres, et voir dans quelle mesure, effectivement, les choses peuvent être adaptées selon qu'on soit petit, gros, etc. Premier étage. Deuxième étage, ma journée du CIR. J'y reviens, parce qu'encore une fois, il faut qu'on dialogue, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on comprenne, et que les uns et les autres comprennent le rôle qu'ils ont dans l'exécution globale du dispositif. Et puis mon troisième étage, c'est peut-être, pour décomplexifier tout ça, de ramener au niveau des territoires, ce qu'on appelle les DRFIP, des chartes, encore une fois, qui auraient pour vocation de regrouper tous les acteurs d'une région considérée autour et de la partie fiscale et de la partie scientifique, et avec bien sûr les entreprises, pour voir si les choses se passent bien, pas bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et puis qu'on pense un petit peu local, puisque penser au niveau global est parfois trop complexe, surtout lorsqu'on parle de milliards et de milliers de dossiers à traiter. Redescendons un petit peu au niveau local avec une charte qui pourra être peut-être spécifique à chaque région. Et je suis tout à fait disposé à venir prêter main forte sur ce sujet si ma baguette magique avait un effet attendu. Que le rédempteur fiscal vous entende. Merci, cher Philippe. Bruno, votre baguette magique, on va la découvrir dans un instant puisque vous allez nous faire partager les propositions justement d'Aiming. Je voudrais que l'on vous remercie tous les trois. Merci d'avoir contribué à ce débat fort passionnant et d'avoir surtout été très concret, très pédagogue et surtout sans tabou et sans langue de bois. Bravo tous les trois, c'est la nouvelle séquence. La baguette magique, maintenant c'est Bruno qui nous la propose avec les propositions d'Aiming en la matière. C'est peut-être juste après ce petit jingle, je ne sais pas si on a un jingle, mais peut-être. Soulevé dans le cadre de l'enquête par les entreprises que nous avons interrogées. Donc on a fait effectivement un condensé de toutes ces propositions. Alors c'est intéressant de nous montrer comment ça a été fait et pourquoi ça a été fait. Et donc fort de ça, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on peut proposer de manière très concrète? Parce qu'on n'est pas du tout dans le yaka faucon, on l'a bien compris aujourd'hui. Concrètement concrètement, comme Philippe, on a 3 points. C'est améliorer simplifier le processus de restitution, accélérer le processus de restitution et donner de la visibilité, clarifier ce processus. Donc il y a 9 mesures qu'on a proposées dans le cadre de notre observatoire. Je vais focaliser uniquement sur les plus marquantes. Je vais revenir sur le point de la demande d'information et de la double peine dont parlait Gwenaël tout à l'heure et que Philippe a évoqué, c'est-à-dire qu'une société qui a déjà subi une demande d'information peut, 1 an, 2 ans, 3 ans après, avoir un contrôle fiscal dans le cadre d'une vérification de comptabilité. Enfin bref, son CIR peut être à nouveau remis en cause alors qu'il a perçu les fonds. Et ça, pour un dirigeant, c'est de l'insécurité et c'est compliqué. Donc il faudrait pouvoir s'affranchir de ça et considérer qu'à partir du moment où on a une demande d'information suffisamment détaillée, ça vaut contrôle et derrière, le CIR est définitivement ou le C2I sont définitivement acquis.
L'autre mesure en termes de simplification, vous l'avez compris, il y a une hétérogénéité, Nicolas, au niveau des SIE par rapport au formalisme qui est demandé justement sur cette demande d'information. Ce n'est jamais les mêmes pièces qui sont demandées, ce n'est pas forcément les mêmes échéances. Enfin bref, il y a besoin d'homogénéiser un peu tout ça pour que les entrepreneurs et les contribuables d'une manière générale évoluent dans un environnement serein. L'autre volet, qui est le volet d'accélération, on a repris une mesure que Philippe a évoquée brièvement, c'était celle qui faisait suite à la crise de 2008, où effectivement l'État en 2009 avait considéré que toutes les créances nées sur le crédit d'impôt recherche devenaient restituables immédiatement. Et du coup, je pense que c'est le bon moment en 2021 de proposer cette mesure, donc d'avoir une restitution immédiate, plus seulement pour les PME, mais pour toutes les créances qui sont nées, les créances sur l'État. Un autre axe d'accélération, c'est de définir ce qu'avait dit, on se rejoint avec Philippe, en fait, on ne s'est pas concerté, mais oui. qui était effectivement d'avoir une deadline à un moment donné, pour se dire, effectivement, au bout de 60 jours, les fonds doivent être débloqués, ou à minima, qu'un acompte soit versé à l'entreprise pour financer ces travaux de R&D futurs. Et après, en termes de clarification, je pense qu'il devrait y avoir plus de pédagogie de la part des administrations ou des centres des impôts. Pour clarifier, oui. Pour donner les éléments de compréhension de comment va être traitée la demande. Et jusqu'à se dire, on est dans la modernisation des services de l'État, peut-être avoir une plateforme digitale à un moment donné qui permette de suivre, de tracer, alors pas uniquement les créances de CIR et de CDI, mais toutes les créances que les contribuables ont sur l'État, qui peuvent être du coup suivies en temps réel et du coup donner de la visibilité et de la lisibilité pour les entrepreneurs. Donc je ne reviens pas sur d'autres mesures qui sont un peu plus annexes, mais pour nous, c'est ça les mesures essentielles qu'on va porter, qu'on va continuer à porter et qu'on porte dans notre observatoire dans les mois qui viennent. Et merci de nous éclairer avec ces 9 propositions. Je vais vous demander votre avis d'ailleurs dans un instant pour que vous puissiez me dire celles qui vous semblent les plus essentielles ou les plus urgentes. Et puisqu'on parlait de clarification, il y a une question sur le chat à laquelle vous pouvez peut-être répondre et je la lis devant vous sur ma tablette. Est-ce que vous pourriez rappeler quelles entreprises ayant du CIR peuvent demander une restitution anticipée? Par rapport à la demande aux propositions du gouvernement, c'est toutes les entreprises qui peuvent avoir une restitution immédiate. D'accord, donc c'est toutes. Il n'y a pas de. Ouais. C'est-à-dire les entreprises nouvelles, les entreprises qui sont JEI, les entreprises qui sont en procédure collective et les entreprises et les PME. D'accord. Donc elles peuvent faire cette demande de restitution anticipée avant le dépôt de leur liasse fiscale. D'accord. C'était une question du chat et merci d'y avoir répondu. Merci beaucoup Bruno d'avoir présenté tout cela. Merci à vous. Vous savez quoi? Je vais vous interroger les uns et les autres. On va les regarder, ces 9 propositions, mais je vais surtout vous demander votre avis. C'est le sondage. Quelles sont les propositions d'Eming que vous souhaiteriez voir implémentées à court terme? Vous pouvez nous donner 1, 2 ou 3 réponses, en tout cas vos préférences et qui sont pour vous les plus grosses urgences. 1, c'est exclure tout contrôle ultérieur du CIR pour les CIR remboursés. 2, diffuser un formalisme unique pour répondre aux demandes d'information. 3, élargir la restitution immédiate. Procéder au remboursement du CIR, c'est 4. Fixer un délai maximum de 3 mois, on l'a dit. 6, verser un acompte. 7, pérenniser la procédure, on le voit. 8, c'est mettre à disposition du contribuable les modalités de traitement. Et 9, créer une plateforme centralisée de réception. Et tout ça, c'est ce que je voyais à l'écran. Quelles sont vos réponses et quelles sont vos préférences? On va me dire ça tout de suite. Et je vais découvrir ces résultats dans quelques instants pour pouvoir en parler sur le plateau avec Denis qui vient de me rejoindre. Dès que les résultats sont arrivés, on va me les donner. Mais d'abord, Denis, vous avez été très attentif. Je vous ai vu là, juste derrière les caméras, très attentif, passionné aussi, parce qu'en fait, on s'est dit beaucoup de choses. Est-ce que votre rendez-vous aujourd'hui a tenu les promesses et qu'est-ce que vous aimeriez justement que l'on retienne? Alors, vous m'avez plus que comblé, Nicolas. Franchement, j'ai
j'ai été bluffé en fait par la participation de nos différents invités aujourd'hui. J'ai aimé beaucoup la clarté, le pragmatisme, mais au-delà de ça, le parler vrai et ce que disait Philippe Bernat tout à l'heure, le besoin de travailler ensemble, de collaborer, d'échanger. C'est clé pour nous tous. C'est clé des deux côtés. Chez Hemming, on essaye d'être non seulement le porte-parole des entreprises, mais de faire évoluer les pratiques. Mais je dirais, pas de faire évoluer les pratiques que d'un côté, pas de faire évoluer uniquement les pratiques de l'administration. Certes, il faut cette visibilité, cette homogénéité, pour qu'on revienne en fait au principe de base. Pourquoi existe le crédit d'impôt recherche? Pourquoi existe le crédit d'impôt innovation? Je pense que je ne vais pas faire de redite, vous l'avez très très bien expliqué tout à l'heure. Donner de la visibilité et de la pérennité. Mais c'est aussi vrai pour les entreprises, changer ses comportements pour donner juste plus de fluidité pour les entreprises, mais il y a même un enjeu national et de compétitivité internationale de notre pays. Donc c'est juste clé pour nous. Oui, tout simplement parce que si les entreprises demandent du CIR, c'est parce qu'elles ont autre chose à faire justement, c'est des projets à développer, des innovations à faire, et que l'idée évidemment c'est de passer plus de temps à faire de la recherche et du développement plutôt que de remplir ces dossiers et ces demandes. Avant de regarder ensemble les résultats qui me sont arrivés sur ma tablette, comment est-ce que nos participants en ligne aujourd'hui peuvent aller plus loin, et notamment avec Hemming, parce que vous êtes sympa chez Hemming, vous nous invitez à échanger, vous nous permettez de parler de beaucoup de choses. Mais ok, maintenant, so what? Qu'est-ce que je peux faire? Mais je sais que vous avez la réponse parce que vos équipes et vous-même, vous êtes mobilisés. Alors exactement. Ce que je vous invite surtout à faire, c'est de télécharger dès la fin de cette émission tout à l'heure le baromètre directement sur notre site internet. Alors parfois un baromètre, même avec toute la qualité et le travail de nos experts qui est présent, parfois c'est pas suffisant. Et si vous souhaitez échanger, avoir un dialogue directement avec un de nos experts, je vous invite à écrire à Philippe Gallois, Fabrice Gallois, Fabrice Gallois, oui, son nom et son adresse mail s'affichent directement à l'écran. Il se fera une joie de répondre à toutes vos questions. Et puis, je le regrette, le contexte Covid nous empêche d'avoir des échanges directement après cet événement, mais comptez sur nous, on sera là dans les semaines qui viennent pour suivre cet événement et communiquer, puis répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations. Et merci de permettre tout cela. Vous téléchargez l'Observatoire sur hemming.fr, vous contactez Fabrice Gallois, vous avez eu l'adresse à l'écran et de toute façon vous aurez toutes les informations sur Hemming. Fabrice est la porte d'entrée de vos questions, mais évidemment il y a tous les experts, toutes les équipes Hemming avec Fabrice, qui vont pouvoir les uns et les autres prendre vos dossiers et puis vous répondre là-dessus. Les réactions justement au sondage, finalement vous avez tous perçu les urgences et ce que vous aimeriez en tout cas mettre en avant en priorité dans les propositions d'Hemming, et je les découvre sur mon écran, je vais les lire avec vous. 1, c'est exclure tout contrôle ultérieur du CIR pour les CIR remboursés suite à une demande d'information. 2, ce qui vous semble urgent à mettre en place rapidement, c'est fixer ce fameux délai maximum de 3 mois avec l'application d'intérêt moratoire en cas de dépassement. 3e proposition qui vous semble nécessaire rapidement, c'est verser un acompte de crédit d'impôt. Puis il y en a une 4e qui est plébiscitée aussi parmi toutes vos propositions, c'est créer une plateforme centralisée de réception et de suivi en ligne des demandes de restitution. Il y a du boulot, mais les équipes Hemming sont à votre disposition, vous l'avez vu, et ne serait-ce que ce rendez-vous, on vous montre qu'elles sont bien mobilisées pour faire accélérer les choses, changer les choses, et ça a été aussi le cas des intervenants qui ont accepté votre invitation. Je voudrais en votre nom d'abord les remercier parce qu'ils nous ont permis d'aller plus loin et de parler de tout cela. Remercier Bruno Coulmans qui nous a bien guidés sur ce plateau pour répondre à toutes les questions, encore une fois sans tabou et sans langue de bois, et c'est important de le souligner. Et vous me permettrez, Denis, de saluer celles et ceux qui, à vos côtés, nous ont permis ce rassemblement, cet événement, mais qui permettent aussi de parler de ces dossiers. Je voudrais saluer en particulier Delphine Cabrol, Karima Mebarek, voilà, Gwenel aussi qui était avec nous tout à l'heure, mais merci parce qu'en coulisses, vos équipes sont formidables pour préparer cet événement
et permettre ce dialogue très simple aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous dans ce rendez-vous. Ça a été votre cas, Denis. Prochain rendez-vous, on se dira, les choses ont évolué, les choses ont changé, les propositions ont bien avancé. C'est ça? Exactement, et ça risque d'être avec vous, Nicolas. Ne me Merci menacez beaucoup. pas. Ne me menacez pas, je vous dirai oui avec grand plaisir parce que je vous le disais, comme n'importe quel journaliste, je ne connais rien, mais j'ai la chance depuis 26 ans que je fais ce joli métier de pouvoir apprendre tous les jours et ça a été le cas avec vous aujourd'hui. J'ai pris du plaisir, j'espère que vous aussi. À très bientôt, j'espère. Et puis vous savez quoi, sollicitez Hemming, ils sont là pour ça, tant pis s'ils ne dorment pas. S'ils peuvent en tout cas vous permettre vous de gagner des nuits, tant pis pour eux. Voilà, hemming.fr, ils sont à votre dispo et à très bientôt pour faire un compte rendu.